Ce cas de carcinome mammaire d'origine hormonale a été traité avec une main sur le haut du crâne et une main sur le sein concerné. Celui-ci a été stimulé, ainsi que la moelle osseuse, où pour le moment, il y a des métastases pour lesquelles le système immunitaire est également stimulé. Avec quel résultat? Extraordinaire. Les médecins ne voulaient pas le croire. On a refait des radios et tout avait disparu. De nombreux patients adhèrent aujourd'hui à des médecines dites alternatives ou complémentaires, qui visent notamment à créer un équilibre entre les centres d'énergie qui émanent du corps. Comment peut-on stimuler ces énergies vitales? Comment peut-on les harmoniser? Quelles sont les bases réelles de ces thérapies et quels sont leurs fonctionnements? Les réponses à ces questions supposent un minimum d'initiation à un univers scientifique fascinant, issu d'anciennes traditions orientales. Un univers devenu l'objet de recherches d'avant-garde, mais qui demeure pourtant une énigme pour la plupart d'entre nous. Portiamo la nostra attenzione al respiro e cominciamo a seguire il flusso dell'aria che entra e che esce dalle nostre narici. L'énergie vitale. Le sujet se prête aux images poétiques. De longue date, l'énergie vitale est symbolisée par un fleuve mystérieux qui parcourt toute forme de la matière, et notamment notre corps. Il accompagne le cycle de la vie, la germination du grain, l'éclosion de la fleur, la croissance de l'arbre. Après l'été, vient l'automne, puis l'hiver. L'arbre vieillit et finit par succomber, tout comme nous. L'énergie qui circule librement est synonyme de vie. Son tarissement entraîne la maladie et la mort. Il nous faut donc demeurer le plus longtemps possible en harmonie avec notre corps et notre esprit, avec l'énergie vitale. Déjà, dans l'Antiquité chinoise, le taoïsme enseignait que l'homme peut découvrir ses véritables pouvoirs en fusionnant avec la nature. Harmonie avec son prochain, harmonie avec tout ce qui l'entoure, car le même fleuve mystérieux parcourt toute chose. Par ses mouvements gracieux, le maître taoïste de Tai Chi relie la terre au ciel. Il les met à l'unisson. L'énergie passe librement dans le corps et tout est bien-être. Selon l'expérience chinoise, plusieurs fois millénaire, l'énergie de l'homme, le Qi, parcourt des lignes précises, les méridiens, ponctués de points tout aussi précis sur lesquels il est possible d'agir de manière à prévenir la maladie ou à la soigner. C'est l'acupuncture pratiquée sur des millions de patients, également à des fins d'anesthésie et associée ou non à l'utilisation de plantes et de minéraux. En Inde, la médecine traditionnelle, l'Ayurveda, se base également sur l'énergie vitale, ici baptisée prana. Différents canaux secondaires, les nadis, rejoignent un canal central qui relie le bassin à la tête, symboliquement la terre au ciel, en traversant des centres énergétiques, les chakras. Certains de ces concepts médicaux chinois et indiens se retrouvent d'ailleurs dans les thérapies occidentales.
notamment l'intuition selon laquelle l'énergie vitale est véhiculée par des flux lumineux. Une des formes les plus pures de cette médecine orientale se pratique au Bhoutan, un petit royaume de l'Himalaya. Dans son cabinet traditionnel, un médecin local applique sa thérapie en se fondant sur les symptômes que présente son patient, troubles digestifs et fatigue. Après avoir calmé son propre esprit par la méditation, le praticien effectue des prises de pouls suivant la méthode chinoise, ce qui lui permet de poser un diagnostic sur le flux énergétique du malade. Il prescrit des herbes, des minéraux et aussi une méditation propre à mettre en harmonie l'esprit et le corps de son client. Une thérapie très ignorée de la médecine occidentale. La méditation, c'est aussi la cure préventive pratiquée en permanence par ce lama qui prie en s'accompagnant d'un tambour. Il développe en lui un sentiment de compassion et d'amour qui doit le mettre en contact avec toute chose et en communion avec lui-même. Au sommet de sa concentration d'esprit doit lui apparaître un mandala, ce schéma qui est censé reproduire l'univers. C'est le signe de l'équilibre accompli, image de la perfection ou produit éphémère de son imagination. Le physicien suisse Jenny a analysé les rapports effectifs entre les sons et les formes, tels que l'homme en état de conscience peut les percevoir. Ces grains, répandus sur la surface d'un tambour, se répartissent en formes précises liées à la tonalité des vibrations. Avec des appareils très perfectionnés, on a abouti à des structures géométriques beaucoup plus complexes, comparables à celles du mandala vu au Bhoutan. Au début était le verbe, dit la tradition. On connaît d'ailleurs de longue date la puissance qu'exercent les sons sur notre état émotif, et notamment la musique utilisée en thérapie. La science occidentale confirme ainsi la validité de beaucoup de principes médicaux hérités de l'Orient. Le neurophysiologiste japonais Motoyama a démontré l'existence de courants énergétiques et de champs électriques dans le corps humain, assimilables aux méridiens et aux chakras. Des études sur ces sujets sont aujourd'hui menées aux quatre coins du monde. En Allemagne, à l'Institut Kaiserslautern, le physicien Fritz Albert Popp poursuit des recherches sur l'énergie vitale et sur les phénomènes lumineux liés aux champs électriques de l'organisme. Le professeur Popp s'est penché en particulier sur les hypothèses de certains savants russes selon lesquels les cellules communiqueraient entre elles par l'intermédiaire de la lumière, les biophotons, et pas seulement par voie biochimique. Si cette théorie se trouvait vérifiée, elle confirmerait les fondements de l'énergie vitale et ouvrirait définitivement à notre médecine de nouvelles possibilités thérapeutiques. La médecine orientale a d'ailleurs influencé au cours des siècles passés celle qui était pratiquée en Europe. Hippocrate, Paracelse ont témoigné de ces apports venus d'Asie. À partir du XVIe siècle, un renouvellement de la connaissance a ouvert d'autres pistes aux scientifiques. Mais aujourd'hui, quelques chercheurs professent à nouveau que certaines maladies pourraient trouver leur source dans un dysfonctionnement bioélectrique. Il faut revenir à ce sujet aux études du professeur Popp. Nous avons entamé nos mesures dans les années 70.
C'était difficile, parce que l'intensité de la lumière était faible, comme celle d'une bougie observée à 20 km de distance. Il s'agissait de démontrer que cette lumière agissait comme un système de communication à l'intérieur de l'organisme. Un nouveau système ultra rapide, plus rapide encore que le système nerveux, ou celui qui concerne les substances de base, comme les hormones. Un système qui connecte toutes les parties de l'organisme à la vitesse de la lumière. Über den gesamten Organismus ausgebreitet sein und mit Lichtgeschwindigkeit sozusagen jeden Teil gleichzeitig an jeden anderen Teil binden können. Les images qui suivent constituent la première relation filmée de l'une des expériences qui démontre l'existence de cette communication par voie lumineuse. Dans ces deux verres ont été déposés des groupes identiques d'organismes monocellulaires. Ils sont placés dans un amplificateur puissant, utilisé ordinairement par les astronomes, et qui permettra de visualiser la lumière de la cellule.